messieurs, bonsoir. Le 31 mai dernier, c'était la journée mondiale sans tabac. Et nous, dans l'émission Jurisprudence, on se pose la question de savoir est-ce qu'il existe un instrument juridique pouvant réguler ce milieu et quel est le bilan qu'on peut faire aujourd'hui par rapport à la lutte contre le tabac au Togo, en Afrique et dans le monde. Pour en parler, je serai sur ce plateau avec monsieur Ebe Kodjo Fabrice. Il est le secrétaire exécutif de l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique. Également sur ce plateau, M. Odju Kokou, il est juriste à l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous pour votre présence sur ce plateau. Comme je viens de l'annoncer, le 31 mai dernier, c'était la journée mondiale sans tabac. Nous allons essayer de comprendre un peu ce que c'est qu'un tabac. Monsieur B, qu'est-ce qu'on peut entendre par le tabac? En fait, le tabac, c'est quoi? C'est la feuille. C'est la feuille du tabac. Donc, qu'on produit là, chez le paysan, vous voyez, c'est cette feuille-là. C'est cette feuille qui est prise et maintenant qui a été transformée de manière synthétique pour obtenir la cigarette qu'on a et plusieurs autres produits dérivés. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui la fumée électronique qui est un produit dérivé, mais substantiellement le tabac, c'est ça, c'est la feuille du tabac. D'accord. Alors dites-moi, pourquoi une journée mondiale sans tabac? Oui, justement parce que le tabagisme, c'est l'un des fléaux mondiaux qui ravage le plus dans le monde, qui tue 6 millions de personnes chaque année, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Et si rien n'est fait, d'ici 2030, le tabagisme tuera 8 millions, dont les 70% vont se dérouler, donc 70% des décès auront lieu donc dans les pays en développement. Et puis, le tabagisme est un facteur de risque de plusieurs maladies non transmissibles. Donc, les maladies cardiovasculaires, les cancers, donc toutes ces maladies-là, donc le tabac est un facteur de risque. Donc, il faut contrôler le tabac. Donc, compte tenu de l'ampleur des dégâts causés au plan international, donc la communauté internationale a institué donc le 31 mai comme la journée mondiale sans tabac, où chaque année on prend des thèmes pour alerter la communauté internationale sur donc les dangers liés au tabagisme et donc la nécessité de prendre des mesures en vue de contrôler ou de lutter efficacement contre ce fléau. D'accord. Alors, monsieur Odou, est-ce qu'on peut parler... Oui, Odi, voilà. Excusez-moi. Alors, est-ce qu'il faut parler de lutte contre le tabac ou bien du contrôle du tabac? Comme mon directeur vient de le dire, la lutte contre le tabac, quand on lutte contre le tabac, ça permet de contrôler en même temps le tabac. Et puis la lutte, c'est des actions concrètes, disons, qu'on met au point pour pouvoir contrôler le tabac. D'accord. Alors, monsieur B, dites-moi alors, quelles sont les mesures prises pour justement contrôler le tabac? Bon, au plan international, il y a la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac qui a été adoptée en 2003 et qui a été ratifiée par le Togo en 2005. Donc, c'est une convention qui a pris beaucoup de mesures à la fois pour réduire la demande et l'offre du tabac dans le monde. Et donc, cette convention-là contient une série de mesures que si les États prennent, n'est-ce pas, ils vont réussir, pas à éliminer le tabac, mais ils vont réussir efficacement à réduire à la fois l'offre et la demande. D'accord. Quelles sont les dispositions pertinentes de cette convention pour justement réduire d'abord, l'offre et la demande? Oui, disons qu'il y a l'obligation à l'article 8 de la convention d'interdire de fumer dans les lieux publics. Il y a l'obligation à l'article 13 de lutter contre la publicité, la promotion et le parrainage. Donc on doit interdire totalement la publicité, la promotion et le parrainage du tabac. Il y a aussi les mesures qui sont relatives aux avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes, dont l'article 11 qui demande aux États d'apposer les avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes afin que les paquets soient porteurs de communication. C'est-à-dire que lorsqu'on voit en même temps un paquet de cigarettes, qu'ils puissent communiquer les informations sur le danger lié au produit, parce que les firmes utilisent, n'est-ce pas, le paquet comme un objet de promotion à travers les couleurs, à travers les designs. Donc il faut que le même paquet soit porteur de communication pour éduquer le consommateur. Il y a plusieurs autres mesures comme par exemple, il faut intégrer la lutte contre le tabagisme dans les plans nationaux.
Donc il faut que les États élaborent, adoptent des stratégies nationales, des politiques nationales de lutte contre le tabac et allouent un budget, parce que si on ne peut rien faire, on ne peut pas lutter contre un fléau s'il n'y a pas de budget. Il faut que les États allouent donc un budget pour lutter efficacement contre le tabagisme. Voilà quelques mesures de manière globale. D'accord. Alors, M. Odi, par rapport à ces mesures, quelle en est la situation au Togo? Pour lutter contre le tabac au Togo, il faut dire qu'en 2010, il y a une loi qui a été mise au point, la loi numéro 2010-017 du 31 décembre 2010, relative à la production, à la commercialisation et à la consommation du tabac et ses produits dérivés. Et pour pouvoir mettre au point, en application cette loi, il y a des décrets d'application qui ont été pris en Conseil des ministres. Et ces décrets sont au nombre de 5. Et allez-y. Bon, le premier décret porte sur les mesures relatives au conditionnement et à l'étiquetage du tabac et ses produits dérivés. Deuxième décret porte sur la réglementation des points de vente du tabac et ses produits dérivés. Le troisième décret porte sur le fonctionnement et l'attribution du CNLT, le Comité national de lutte anti-tabac. Et on a un décret aussi qui porte interdiction de fumer dans les lieux publics. Alors, avant de revenir quand même sur la loi togolaise, revenons à la convention. Dites-moi, la situation du Togo par rapport à cette convention. Est-ce que le Togo a quand même ratifié cette convention? Oui, le Togo a ratifié la convention depuis le 15 novembre 2005. Et je pense que l'année 2005 également, le Togo avait adopté une stratégie nationale de lutte contre le tabac. C'est vrai que les moyens n'ont pas permis de mettre en œuvre cette stratégie. Et puis disons qu'en 2012 également, il y a eu le plan national, la politique nationale de lutte contre les maladies non transmissibles, qui a été adoptée par le ministère de la Santé et qui, la lutte contre le tabagisme a trouvé quand même une bonne place dans cette stratégie. Disons que le Togo, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui le Togo est carrément hors ce que le contenu de la convention, parce qu'il y a beaucoup de choses. Le Togo a même, en tout cas, quelques leçons à donner aux autres États, surtout par rapport à la législation. Nous sommes vraiment très avancés et nous sommes aujourd'hui un État où les autres veulent l'imiter. Lorsqu'ils adoptent les lois dans la région, ils se réfèrent à la législation togolaise pour adapter chez eux. Donc je pense que ça, nous devons être fiers de tout ce qui a été fait par le ministère de la Santé et le gouvernement. D'accord. Cette convention a adopté plusieurs directives. Alors, pouvez-vous nous rappeler un peu ces directives? Oui, disons que les directives, c'est comme les décrets. Bon, ouais. C'est vrai que les directives viennent donner les orientations stratégiques aux États pour une application harmonisée de la Convention. Donc, il y a en 2007 la directive d'application de l'article 8 qui porte interdiction de fumer dans les lieux publics. Donc, on a dit à peu près comment les États doivent faire cela. Il y a aussi la directive d'application de l'article 5.3 qui interdit les interférences entre l'industrie du tabac et lors de la prise des décisions de lutte anti-tabac. Il y a la directive d'application de l'article 11 sur les avertissements sanitaires qui a dit exactement comment les États doivent mettre en œuvre l'article 11 pour exiger les images et les messages sur les paquets de cigarettes. Nous avons aussi la directive d'application de l'article 6 sur la taxation du tabac, comment donc les États devraient donc prendre des mesures au niveau national sur les politiques de taxation du tabac. Et donc, il y a aussi la directive pour l'application de l'article 13. Les articles 13 et 12. L'article 13, c'est l'interdiction de publicité. Donc, je pense que notre loi et les décrets ont intégré l'ensemble de ces recommandations, de ces directives qui ont été adoptées au plan international. Et voilà pourquoi aujourd'hui, la loi, la réglementation togolaise actuelle en matière de lutte anti-tabac est une référence dans la sous-région. D'accord. Il y a également, on parle également des protocoles. Vous nous faites la différence quand même entre les directives et les protocoles, juste pour nos téléspectateurs? Oui, bon, disons qu'une directive, c'est quoi? Comme je l'ai dit, la directive n'est pas obligatoire. Elle donne des orientations que les États peuvent intégrer ou non. Donc voilà, donc c'est pour une application harmonisée de la Convention
que beaucoup, au niveau de beaucoup de conventions, maintenant on prend les directives d'application pour orienter les États. Maintenant, là, le protocole, c'est quoi? Le protocole, vous voyez, par exemple, une mesure contenue dans une convention, on veut prendre des détails et des mesures coercitives détaillées pour mettre en œuvre cette mesure spécifique. Je prends un exemple. Le protocole de Kyoto, qui réglemente les effets de serre. Donc, on a la convention de protocole et la convention des Nations Unies sur les changements climatiques qui ont parlé des gaz à effet de serre, sans aller en détail. Maintenant, puisque on veut que les mesures prises ne soient pas laissées aux États de choisir ou non, au lieu de prendre une directive pour expliquer qu'est-ce qu'on fait, on prend un protocole. Et le protocole, au fait, donc, elle est coercitive, parce que les États qui sont partis au protocole ont l'obligation de mettre en œuvre le protocole. Et lorsque nous revenons à la convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, il y a un protocole qui a été déjà adopté en ce sens. Parce que l'article 15 de la convention a parlé du trafic illicite du tabac et ses produits dérivés. Maintenant, on a pris un protocole qui a été adopté l'année dernière à Séoul en Corée et qui réglemente maintenant, qui est relatif à la lutte contre le trafic illicite. Dans ce protocole donne les détails sur comment il faut la licence avant de vendre et de distribuer le tabac, comment on peut instituer un régime mondial qui va permettre d'avoir la traçabilité du produit depuis l'usine de fabrication jusqu'au dernier consommateur. Donc on est en train de... le protocole a posé vraiment une série de mesures qui sont obligatoires, ce qui n'est pas le cas des directives qui sont facultatives et qui ne donnent que des orientations. Alors, si les directives sont facultatives, dites-moi, quelles sont les obligations vis-à-vis, enfin, les obligations des États vis-à-vis de ces directives? Bon, on ne dit pas que c'est facultatif, parce qu'au fait, en droit international, c'est comme les recommandations. Lorsque vous avez participé aux négociations, vous ne pouvez pas revenir et dire que non, nous ne voulons pas être liés. Bon, c'est vrai que la portée des directives n'est pas la même qu'un protocole. Mais les directives, puisque vous êtes parti à la convention, et on vient maintenant donner les détails sur comment la convention doit être mise en œuvre, vous ne pouvez pas totalement vous détacher quand vous êtes parti à la convention. Bon, maintenant, la force des directives n'a pas la même portée en droit international qu'un protocole. Parce qu'un protocole, les directives, par exemple, ne sont pas ratifiées. Lorsque vous allez vous négocier, les directives sont renégociées au plan international par la convention des parties, on les adopte, mais ça ne fait pas l'objet d'une ratification au niveau du pays. Mais lorsque vous prenez un protocole additionnel à une convention, ce protocole, avant qu'elle n'entre en vigueur, il faut qu'elle soit ratifiée par le pays et donc transposée dans le droit national. C'est justement parce que le protocole crée une obligation internationale. Lorsque vous la ratifiez, vous avez l'obligation de la mettre en œuvre tel que le protocole est et non tel que vous souhaitez. Mais les directives, vous pouvez, puisque c'est des orientations, vous pouvez dire, on va intégrer progressivement ces aspects, ne pas intégrer ceci. Donc voilà à peu près ce qui se passe au niveau international. D'accord, merci. Alors, monsieur Audi, revenons à présent à la loi du 31 décembre 2010. Dites-moi, en prenant l'article 6 que vous venez de citer par exemple tout à l'heure, qui donne des directives ou bien qui demande à ce qu'il y ait quand même des avertissements sanitaires sur le paquet. Vous pouvez nous expliquer un peu comment se présentent ces avertissements sanitaires? Bon, comme le directeur vient de le dire, maintenant pour vendre le tabac, sur le paquet, il faut des messages, des avertissements sanitaires. Oui. Et puis sur le paquet, il faut des graphiques. Le graphique, c'est l'image qu'on doit porter sur le paquet. Et c'est le message là qui fait véhiculer les avertissements sanitaires. Sur le paquet, comme je viens de le dire, il faut des images qui doivent dissuader, décourager le consommateur. Et puis en bas de cette image et de cette image, il faut maintenant le message qui doit véhiculer l'avertissement sanitaire. Et les messages sont les suivants. On met en bas de l'image les avertissements sanitaires qui sont
fumer cause une mort lente et douloureuse. On peut aussi mettre le tabac nuit gravement à la santé. Ces avertissements sont au nombre de 12. Donc on est obligé de les altérer sur les paquets de cigarettes. Et puis il faut, avant que le produit du tabac ne soit vendu au Togo, il faut, sur le paquet, on mentionnera que la vente est autorisée uniquement au Togo pour contrecarrer la vente illicite. Sur le côté de la longueur du paquet, il faut montrer que le tabac contient également des substances chimiques qui sont nuisibles à la santé. Voilà à peu près. Alors, monsieur B, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à l'article 6 que monsieur... Oui, disons que ça, c'est un article très important et contre lequel les firmes n'acceptent bien. Parce qu'au fait, le paquet de cigarettes, ça fait la fierté des firmes qui ont conçu un paquet. Voilà, vous voyez les couleurs, les designs, ça attire. Et chacun a une attraction pour une marque donnée compte tenu du design. Maintenant, la convention dit non, étant donné que ça véhicule un message qui attire et que le tabac est nuisible à la santé, on va apposer des restrictions sur les paquets. Que ces mêmes paquets qui véhiculent des messages d'attraction soient plutôt des paquets qui véhiculent des messages pour éduquer le consommateur. Alors voilà, maintenant qu'est-ce qui se passe? Et au Togo, on l'a vu lors de l'élaboration des décrets où les firmes disent non. Nous avons ratifié les conventions de l'OMC qui portent sur le commerce international. Les produits, nous avons des brevets. Donc, lorsque vous apposez des images, vous me remettez en cause la propriété intellectuelle qui est aussi une convention. Vous savez, la convention de l'OAPI sur les brevets, sur la propriété intellectuelle, etc. La convention de l'OMS sur les obstacles techniques au commerce. Mais je vais revenir. Je ne voulais pas qu'on aille peut-être trop en détail. Ce que je vais vous suggérer, c'est que vraiment il y a un débat national. Il y a une autre émission où on va parler de commerce, environnement, commerce, santé. Mais pour revenir ici aujourd'hui, disons que, non, lorsque vous prenez les accords du GATT, les accords du GATT sont très clairs. Le GATT est dirigé par des principes, les principes de non-discrimination des produits, les principes de prohibition des restrictions quantitatives. Au fait, c'est quoi? C'est qu'on veut éviter les discriminations sur les pays. Les produits doivent pouvoir circuler. Vous ne pouvez pas prendre une réglementation à l'interne pour faire la discrimination entre les pays, faire la discrimination entre les produits importés et les produits nationaux. Vous devez, et il y a ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée. Donc tout ça, c'est un champ. Voilà les règles traditionnelles du GATT et que les films véhiculent. Mais maintenant, lorsque vous prenez le GATT, et il faut rentrer dans le GATT, il y a les articles 20. Et l'article 20, et ensuite l'article 20, les paragraphes B et G de l'accord du GATT a posé des restrictions. Le GATT dit, le commerce, ça doit avancer, mais s'il y a nécessité de préserver la santé publique, l'environnement ou la protection des ressources naturelles, les États peuvent même renier à l'application des accords du GATT. Ça se retrouve clairement aux articles 20, paragraphe B et G du GATT. Donc, ça veut dire que si c'est les nécessités de la protection de l'environnement ou comme dans le cas d'espèce, la protection de la santé, puisque le tabac est un fléau qui ravage, les États ont le droit d'apposer des restrictions, n'est-ce pas, au commerce international. Et je voudrais aller loin avec les obstacles techniques au commerce, parce que le GATT, l'OMC a également adopté une convention qu'on appelle communément, n'est-ce pas, les obstacles techniques au commerce. Donc les États doivent éviter de prendre des mesures qui constituent des obstacles au commerce. Donc on doit éviter les mesures discriminatoires contre les produits. Mais lorsque vous allez en détail de l'accord sur les obstacles techniques au commerce, il y a l'article 8
L'article 8 a posé clairement les conditions dans lesquelles les États ont le droit de poser les obstacles, de constituer, de prendre des mesures restrictives au commerce lorsque cela se justifie par des mesures, la protection de la santé ou de l'environnement. Donc il faut que ces mesures, il faut que... Non, écoutez, monsieur, oui. Je croyais que vous étiez recruté, vous travaillez pour SCF, je ne savais pas que maintenant vous êtes conseiller des firmes. Je sais où vous voulez en venir. Et c'est là où je disais qu'il faut un jour, parce qu'il faut qu'on éclaire les gens. Justement. Les firmes circulent avec de fausses informations. Dans les ministères, les gens n'ont pas les arguments juridiques, parce qu'ils n'ont pas le temps de rentrer dans les conventions. Lorsque vous prenez l'article 8J des obstacles techniques au commerce, les conditions sont nombreuses. Il faut la nécessité de la mesure. Est-ce que c'est une mesure nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire de lutter contre le tabagisme? Je dirais oui, parce que nous avons les données chiffrées. Nous avons les études scientifiques qui prouvent que c'est un produit dangereux. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Oui. Maintenant, est-ce que ces mesures sont restrictives? Est-ce qu'au niveau du Togo, par exemple, on autorise aux cigarettes produits à l'interne, s'il y en a, de pouvoir circuler sans avertissement sanitaire et qu'on demande une restriction aux produits importés? Non, parce que c'est une mesure qui n'est pas discriminatoire. Elle est justifiée par la nécessité de la santé, donc il n'y a pas de discrimination. Donc, et lorsque vous rentrez dans l'OMC, il y a une jurisprudence abondante. Je peux vous citer l'affaire CE amiante sur la protection de l'environnement, où la CE a pu l'Union européenne a interdit par exemple l'amiante provenant des États-Unis et du Canada. J'ai aussi plusieurs autres affaires avec le Brésil, l'affaire des pneumatiques, où on a pris des mesures, où l'OMC, l'organe de régulation de l'OMC, a autorisé, le Brésil a interdit certains pneus qui sont susceptibles de polluer l'environnement, l'air. Donc il y a toute une série de jurisprudence qui existe en la matière et donc qui aujourd'hui permettent à un État qui a des preuves sérieuses que des mesures commerciales peuvent porter en tête à l'environnement et à la santé, d'utiliser même les accords du GATT et les obstacles techniques pour prendre de ces mesures. Et nous avons aussi des jurisprudences dans le monde, telles que la jurisprudence australienne. Parce que récemment, il y a 2 mois, la Cour australienne a approuvé le fait que l'Australie a pu installer ce qu'on appelle des paquets neutres. C'est-à-dire qu'en Australie, aujourd'hui, tous les paquets qui circulent sont des paquets neutres. Il n'y a plus de couleur. On a adopté une couleur uniforme que toutes les firmes sont obligées d'utiliser. Donc, ce qui va seulement justifier, vous mettez le nom de votre marque en noir et vous avez une couleur uniforme. Et il y a aujourd'hui une jurisprudence parce que les firmes du tabac ont apporté l'affaire devant l'organe de régulation de l'OMC. Et l'affaire est pendue là-bas. Et nous, en tant qu'activistes, travailleurs et experts en la matière, nous savons qu'il y a une forte probabilité que l'Australie, l'organe de régulation de l'OMC approuve le fait que l'Australie ait pu demander que tous les paquets de cigarettes soient des paquets neufs pour des raisons que je vous ai déjà invoquées. Donc aujourd'hui, la jurisprudence est vraiment abondante et en faveur de la prise des mesures, des mesures de restriction au commerce en vue de préserver la santé et l'environnement. Donc on pourra revenir si possible sur ces questions et aller en détail sur le contenu des accords du GATT, les principes, la discipline du GATT en elle-même, et maintenant revenir en détail sur chaque exception contenue dans chacune de ces conventions qui existent, et même parler également de l'accord sur la protection phytosanitaire, en ce qui concerne la protection des végétaux, quels sont les droits que les États ont pour restreindre le commerce, pour protéger des espèces, pour protéger l'environnement et les ressources naturelles. Je pense, si vous voyez nos États africains, on a tous ces données pour pouvoir protéger l'environnement. On a toute une jurisprudence qui est là, mais c'est parce que nous ne sommes pas actifs que nous ne prenons pas. Sinon, on peut interdire beaucoup de pays, produits qui circulent aujourd'hui,
Et cette interdiction sera certainement approuvée par l'organe de régulation de l'OMC, vu l'abondance des jurisprudences qui existent déjà au sein de cette discipline. D'accord. Monsieur Odi avait parlé des images qui pouvaient peut-être décourager les vendeurs ou les fumeurs. Alors dites-moi, quelle image on peut prendre juste pour décourager ces personnes? Oui, disons que la convention, les exemples sont là, les exemples sont éloquents en Afrique, parce que si vous prenez l'île Maurice, ils ont beaucoup d'images, des images des gens qui sont atteints qui ont des atteintes cérébrovasculaires. On peut prendre l'image de quelqu'un qui a le cancer, que ce soit de la bouche ou bien du cœur, les gens qui ont des problèmes au niveau de leurs poumons, les poumons noirs parce qu'ils ont fumé. Donc on prend de ces images choquantes, on voit les images qui parlent bien et on choisit ces images-là pour mettre sur le paquet. Comme ça, lorsque les fumeurs voient, ils ont peur. Et dans la plupart des pays où on a mis en œuvre les investissements sanitaires, il y a eu des études scientifiques qui ont été faites par l'OMS et des experts internationaux. On a constaté que les fumeurs n'aiment pas regarder ces images. Beaucoup cachent ces images avant de fumer. Et beaucoup, à cause de ces images, approchent les médecins. Ils se rendent compte que mais vraiment, c'est un produit très dangereux. Et voilà ce à quoi je m'expose en continuant à fumer. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont carrément demander de l'aide à un médecin, à quelqu'un qui a les techniques pour le sevrage, pour les aider, pour les accompagner à sevrer, à arrêter de fumer. Donc, l'impact, ce que ça va préserver les générations présentes, donc les jeunes, d'aller vers là, et ceux qui fument déjà, ils prennent conscience du fléau et maintenant ils demandent l'aide pour arrêter de fumer. Voilà pourquoi c'est vraiment une mesure très importante et les États devraient normalement, n'est-ce pas, aller vers là. D'accord. Alors, M. Odi, toutes ces mesures restrictives, ne pensez-vous pas que cela porte atteinte à la liberté du commerce? Comme mon directeur vient de le dire, il y a les règles du commerce et il y a les règles aussi pour lutter contre le tabac. Et comment nous venons de le voir, la santé publique primo sur les intérêts du commerce. Donc il faut prendre au sérieux la santé de l'homme plutôt que de considérer les intérêts qui en découlent du commerce. Oui, monsieur veut réagir. Oui, mais c'est pour cela que je disais que je pensais que vous étiez recruté par RCF, mais je ne savais pas que depuis un temps vous travaillez pour les firmes. Parce que je sais où vous voulez en venir. Oui. Parce que, vous savez, c'est ce que les films véhiculent. Il y a la liberté du commerce qui est une liberté constitutionnelle, parce que si vous prenez notre constitution, il y a la liberté commerciale. Si vous prenez... donc c'est inconstitutionnel les mesures. Oui, c'est pour ça que vous travaillez avec les films. Mais je vais vous dire ceci. Au fait, la liberté commerciale, même si on prend en littérature, on a tous fait la philosophie. La liberté de l'un s'arrête là où commence celle d'autrui. On ne peut pas laisser les gens... Parce que d'autres veulent de l'argent, et ils vont mettre sur le marché des produits dangereux, et que les autres, avec même parfois les informations falsifiées pour attirer les gens à prendre ces produits et nuire à la santé des autres. Donc il faut balancer entre cette liberté commerciale et l'impérieuse nécessité de protéger la santé. Je vous dirai ceci. La liberté commerciale est contenue dans la Constitution. Mais dans la Constitution aussi, il y a le droit à la santé. Donc le droit à la santé se trouve remis en cause par la vulgarisation d'un produit qui porte atteinte à la santé. Donc voilà pourquoi les États devraient agir pleinement, balancer et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et je pense que le Togo a bien choisi. Et comme je vous ai dit aujourd'hui, le problème ne se pose plus. Puisque au plan international, il y a déjà plus d'une 100 pays, il y a au moins 70-80 pays qui ont déjà adopté les investissements sanitaires avec des images. Les pays européens, la France, l'Angleterre. En Afrique, vous avez l'île Maurice, Madagascar, le Seychelles. Tous ces pays-là ont déjà des investissements sanitaires sur les paquets de cigarettes, sans pour autant que ces pays aussi sont membres de l'OMC. Donc, s'il y a déjà les investissements sanitaires dans l'ensemble de ces pays, le Burkina est en train de travailler, il y a le Niger qui est en train. Ce n'est pas le Togo qui va prendre les mêmes mesures maintenant et que le Togo, les mesures prises seraient contraires à l'OMC. Donc je pense que
C'est des mesures qui ont pour but de préserver les générations présentes et futures des conséquences liées au tabagisme. Et je pense que le gouvernement a fait un bon choix. Et ces mesures, nous tous, en tant que citoyens, nous devons soutenir le gouvernement dans ses efforts de lutter contre le tabagisme. D'accord. Alors, Monsieur Audi, la loi du 31 décembre 2010 a également prévu des lieux publics sans tabac, hein, dans ses articles 11 et 12. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que c'est? Bon. Dans la loi numéro 2010-017 du 31 décembre 2010, dans son article 11, oui, allez-y. Dans son article 11, oui. Il est dit qu'il est interdit de fumer dans certains lieux publics. Je vais essayer de vous énumérer quelques lieux où il est interdit de fumer. Les lieux où il est interdit de fumer sont les suivants: les établissements scolaires, les établissements universitaires, les centres d'apprentissage, les stations d'essence, les restaurants, les hôtels, les prisons, les marchés. Bon, il faut vous dire d'abord qu'un lieu public, c'est un lieu auquel tout le public a accès. Et c'est à usage collectif. Donc, tous ces lieux, dans ces lieux, il est interdit de fumer. Alors, Monsieur B, finalement, on ne peut fumer que dans sa chambre. Oui, et je vais aller loin, parce que mon collègue l'a dit. Hein. Oui. Un lieu public, c'est un lieu accessible au public, indépendamment de son régime de propriété. Ça, c'est très important. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on dit lieu public que c'est uniquement les bâtiments administratifs, les véhicules administratifs. Non. Ça, c'est déjà une catégorie, c'est public. Mais maintenant, les endroits, les bâtiments privés qui sont accessibles au public tombent sous le coup de la loi. Donc les restaurants, les taxis, les terrains de jeu et même les boîtes de nuit, puisque c'est fréquenté par plus d'une personne. Et donc, même dans sa chambre, monsieur, dans sa chambre, vous avez une maison et vous fumez, vous n'êtes pas seul, vous fumez, vous avez un papa qui fume, il y a ses enfants, ses parents, mais ça devient un lieu public. Vous ne devez pas fumer là, parce que lorsque vous fumez, vous exposez les autres. Et au fait, que vise la loi? C'est que l'OMS a démontré que quand quelqu'un fume, il y en a seulement 15% de la fumée et 85% de la fumée est rejetée à l'air. Donc tous ceux qui sont dans l'environnement immédiat du fumeur, ils ont les mêmes maladies que le fumeur. Donc si on ne prend pas des mesures pour interdire de fumer dans les lieux publics, ça veut dire que quelqu'un fume et vous tombez malade comme lui. Donc c'est un problème de santé publique. Donc je pense que on doit aller loin. Le décret est là. Mais il faut que les ministres prennent maintenant les décisions. Il faut, dans chaque ministère, on prend une mesure d'ordre intérieur pour dire tous les lieux là, on ne fume pas. Et on fait des signes, on marque. On n'a pas besoin d'attendre. Oui, mais excusez-moi, mais finalement, où est-ce qu'on peut fumer? Oui, mais on peut fumer. Non, disons que... Dans sa chambre, oui, disons que où est-ce qu'on peut fumer? La loi togolaise, malheureusement, dans beaucoup de lois, on décourage, on veut pousser les gens à cesser de fumer. Donc on n'a même pas créé, on n'a créé même pas des lieux fumeurs. Mais lorsque vous prenez par exemple notre loi au niveau du Togo, la loi a prévu une disposition pour créer des zones aménagées pour les fumeurs. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans un restaurant par exemple, on peut aménager des lieux pour les fumeurs. Mais attention, la loi dit aménager. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre une table et dire que là c'est pour les fumeurs, là c'est pas pour les, là c'est pour les non-fumeurs. Ou bien on a une cour, on dit cette partie c'est pour les fumeurs. Non. Et je vais dans beaucoup de restaurants et je vois que c'est le contraire qu'on fait. Les fumeurs sont dans une petite chambre là, bloqués quelque part. Et non, les non-fumeurs sont bloqués dans une chambre et les fumeurs sont dans la cour, en plein air. C'est le contraire. Si la loi est claire, on doit aménager. Et l'aménagement, c'est quoi? Il y a des normes. Donc, dans un hôtel, on peut aménager. Si on a un hôtel de 5 étages, la loi demande à réserver seulement 20% des chambres aux fumeurs. Donc, ces chambres-là doivent être ensemble. Et donc, les fumeurs, peut-être dans un étage, et tout le reste, c'est pour les non-fumeurs. Les restaurants,
on doit aménager. L'aménagement veut dire quoi? C'est une porte automatique. Et la loi demande même qu'on ait des aspirateurs de fumée. Donc ça veut dire qu'on doit mettre les aspirateurs de fumée, c'est comme c'est des ventilateurs qu'on met, et quand on fume, ça absorbe l'air, ça aspire pour le jeter quelque part très loin. Donc tout cela, il y aura certainement des arrêtés qui vont venir préciser cela. Donc les chambres fumeurs sont des chambres, c'est l'exception. Zone fumeur, c'est l'exception. Ça veut dire que dans un restaurant, interdiction de fumer, c'est la règle. L'exception, c'est aménager. Aménager, ça veut dire on aménage une chambre bien équipée avec une porte automatique et on indique là-bas que c'est une zone fumeur où les gens ne peuvent aller fumer. S'il n'y a pas ça, ça veut dire que la règle, c'est que le lieu est totalement un lieu non fumeur. Et je veux dire que l'aménagement coûte cher. Parce qu'il faut des portes automatiques, il faut les aspirateurs. Donc pour les petits restaurants et bars qui ne peuvent pas aménager au sens de la loi, le conseil qu'on peut leur donner, c'est que tous ces lieux soient considérés comme totalement des zones non fumeurs. Et des restaurants qui ont des moyens aménagent, ça veut dire qu'il faut un investissement pour installer les portes automatiques et les fenêtres automatiques, installer les aspirateurs conformément aux normes. Parce que pour installer ces équipements, il faut des normes. Et il y a ces normes-là qui sont là sur comment on doit installer, comment on doit aspirer la fumée ou la rejeter, à quelle distance. Je pense que tout cela, il faut respecter. Le décret entre en vigueur, l'ensemble des décrets entrent en vigueur dans les 4 mois qui suivent. 4 mois, les restaurants ont 4 mois pour aménager, se conformer. Donc, les restaurants doivent prendre les dispositions maintenant pour s'assurer qu'on a aménagé des endroits, des portes automatiques avec des signes pour indiquer les zones fumeurs et que l'ensemble des terrains publics tels que la cour, tout ça, soit des zones plutôt non fumeurs. Donc, fumeurs dans une chambre, les non-fumeurs peuvent être dans la cour et autres parce que les zones fumeurs sont l'exception conformément à la loi togolaise. D'accord. Alors, M. Audi, est-ce que la loi a quand même prévu des sanctions par rapport à des violations de ces règles-là, de ces mesures? Bien sûr. Une fois que la loi prédit quelque chose, il y a la sanction qui le suit. Bon, disons, pour les articles 11 et 12, la loi a également prévu des sanctions. Par exemple, pour l'article 11, le non-respect de cet article est sanctionné par une amende de 100 000 à 500 000 francs. Si quelqu'un fume dans ces lieux, les lieux dits publics, donc la personne tombe sous la peine de 100 000 à 500 000. Et puis pour l'article 12 qui stipule qu'il faut aménager des zones fumeurs ou bien des fumoirs, le non-respect de cet article dit que la personne qui enfreint à cette loi est amendée d'une somme de 1 million à 10 millions. Et donc, pour ajouter, oui. Si vous êtes un bar et après les 4 mois, vous n'aménagez pas de zone fumeur, ou bien vous aménagez mais vous ne respectez pas les normes, vous allez payer entre 1 million à 10 millions. Donc vous devez aménager. Et comme je l'ai dit, j'insiste parce que dans les restaurants aujourd'hui, c'est le contraire qui se fait. On doit aménager des lieux dans ces restaurants, avoir une chambre avec une porte et fenêtre automatique, installer des ventilateurs qui sont des aspirateurs de fumée, avoir un signe pour indiquer que zone fumeur. Et maintenant, les lieux où il est interdit de fumer, on doit aussi mettre les panneaux interdits de fumer. Et lorsque quelqu'un fume dans ces lieux, vous avez l'obligation, parce que la loi et les décrets mettent une obligation sur le détenteur et le gestionnaire de ces lieux publics. Ça veut dire que si vous êtes détenteur ou vous gérez une boîte de nuit, un restaurant ou un lieu public, un truc de transport en commun, vous devez vous assurer que la loi est mise en œuvre. Et si quelqu'un fume dans ces lieux, vous devez avertir la personne, lui parler de la loi, et si la personne refuse, vous devez mettre la personne dehors. Parce que quelqu'un ne peut pas fumer dans un lieu dit interdit de fumer. Donc, ils ont l'obligation de veiller à l'application de la loi et veiller à aménager ces lieux fumeurs et lieux non fumeurs conformément à l'esprit de la loi. Sinon, bientôt, ce qui va se passer, c'est que nous, les activistes, nous allons commencer par circuler dans les lieux publics et lorsqu'il y a des infractions constatées, nous allons prendre des photos
et par exemple un restaurant qui ne respecte pas les normes, on prend les photos avec le restaurateur, tout ça, et nous allons constituer partie civile pour demander à ce que les amendes là soient versées sur les caisses de l'État. Et ça, nous avons déjà commencé par nous mobiliser pour s'assurer que d'ici les 4 mois, les choses ont changé dramatiquement au niveau, n'est-ce pas, surtout au niveau de la mise en œuvre de l'article 11 sur l'interdiction de fumer dans le lieu public. D'accord. Et aussi les ministères. Les ministères. Chaque ministre doit s'assurer, parce que là, on ne va pas laisser les ministres. Si vous êtes un ministre de la fonction publique, ministre des Finances, etc., mais vous devez faire respecter la loi en s'assurant que tous vos départements, tous les services liés à votre ministère respectent l'esprit de la loi. Donc, les ministres doivent donner l'exemple. Le premier doit donner l'exemple pour que la primature soit un lieu public non fumeur. Donc, les ministres doivent prendre des mesures, organiser des conférences de presse, réunir les agents pour commencer à mettre en œuvre les dispositions. Et donc, dans les 4 mois aussi, si un ministère n'a pas mis en œuvre avec les panneaux interdits de fumer, lieu fumeur ou quoi que ce soit, mais ce qu'au niveau de la société civile, nous allons aussi commencer par parler du fait que les ministres eux-mêmes ne mettent pas en œuvre les dispositions prévues par la loi. Donc nous allons instituer un système de suivi, d'observation avec la prise des photos, et nous allons de temps à autre venir au niveau des médias pour attirer l'attention sur le fait que les gens ne mettent pas en œuvre la loi. D'accord, merci. Alors, chers amis téléspectateurs, vous qui venez d'allumer votre poste téléviseur, nous sommes avec M. Bekodjo Fabrice, il est secrétaire exécutif à l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique, et M. Odi Kokou, il est juriste à l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement. Ils sont en train de nous entretenir sur la lutte contre le tabac. Alors, chers invités, dites-moi, il y a également un décret portant réglementation des lieux de vente. Qu'en est-il exactement? Oui, il y a un décret portant réglementation de vente. Certainement qu'on va revenir aussi sur le décret portant interdiction de publicité. Voilà. Ça aussi, c'est très important. Donc, pour le décret portant réglementation des points de vente, je crois que peut-être qu'il faut laisser M. Odi, parler de ça. Par rapport à le décret de réglementation des points de vente. Disons, ce décret est en train de nous montrer comment un point de vente doit être. Et le point de vente est défini comme un lieu fixe délimité par des cloisons ou des murs continus du sol jusqu'au plafond, auquel la clientèle ne peut avoir accès que par une porte, où le gérant exerce son activité ou bien sûr il vend son tabac. Il faut dire que dans ces lieux, c'est là-bas que l'acheteur doit s'y rendre. C'est là-bas que l'acheteur doit s'y rendre pour payer son tabac. Et il faut la présence physique de l'acheteur. Cela veut dire que un acheteur ne peut pas faire une recommandation à ce qu'on lui envoie le tabac à la maison. Ou envoyer peut-être un enfant. Un enfant. J'en viens à ça. Ok, allez-y. Dans ce décret également, il est interdit de vendre ou de donner à titre gracieux du tabac aux enfants. Et on entend par enfant toute personne âgée de moins de 18 ans. Donc, tous les enfants âgés de moins de 18 ans, il est interdit de leur vendre du tabac. De même, il est interdit aussi à un enfant de vendre du tabac ou de distribuer du tabac. Lui aussi ne doit pas vendre du tabac. Et puis, si une personne se présente à vous pour acheter du tabac et vous doutez sur sa majorité, vous pouvez exiger à ce qu'il prouve qu'il est majeur. Et c'est quoi? La preuve de majorité se rapporte par la présentation d'une carte nationale d'identité ou tout document d'identité. Par exemple, carte d'électeur, le passeport, tout ce qui peut prouver que vous êtes majeur. Puis pour accéder à un salon de cigares, un salon de cigares, c'est un lieu où on entre pour consommer la cigarette. Il faut prouver aussi que vous êtes majeur pour y avoir accès. Et puis ce décret va encore plus loin pour montrer comment il ne faut pas exposer le tabac à la vue du public. Le tabac doit être conservé dans des cartons ou bien un lieu un peu sécurisé, et là la clientèle ne doit pas avoir
ne doit pas y accéder facilement. Quand tu te pointes pour acheter du tabac, seul le gérant dispose d'une liste de produits. Et il sort la liste de produits avec le nom des marques et leur prix. Tu dis la marque que tu veux et on te donne le prix. Et sur la liste encore, il faut également mentionner l'avertissement sanitaire. Comme je l'avais dit, il faut prouver que fumer nuit à la santé. C'est comme ça. Et puis, dans le décret également, il faut parler des affichages et des panneaux. L'affichage, c'est que le gérant doit mentionner la présence du tabac par la mention tabac. Donc, il écrit le mot tabac en majuscule, visible et d'une manière accessible au public. Et sur le panneau, bien l'enseigne, il faut également mettre l'avertissement sanitaire. Fumer cause une mort lente et douloureuse. Il faut également mentionner qu'il est interdit de vendre du tabac aux enfants. Et que les affichages pour la publicité soient interdits sur ces enseignes et panneaux. Disons brièvement, c'est ce que dit ce décret. D'accord. Et disons que il est interdit de faire la publicité sur le lieu de vente. Donc on ne peut pas être là, comme vous voyez maintenant, parasol, on met les couleurs des firmes sur les points de vente. Non. Vous mettez seulement tabac pour montrer que c'est le tabac là-bas. Et l'avertissement sanitaire, le tabac cause une mort lente et douloureuse. C'est comme ça que vous avez indiqué votre point de vente. Et dans le point de vente, on ne peut pas vendre. On ne peut pas exposer le produit à la vue. On n'a qu'une liste de produits. Et celui qui vient, il demande, vous sortez la liste et vous donnez le produit. Et ensuite, c'est que on ne peut plus vendre le tabac en détail, par bâton. On enlève un bâton, non. Le décret est clair. Non, monsieur, le décret est clair. Maintenant, on peut vendre le tabac qu'en paquet de 20. Je vais vous expliquer pourquoi, monsieur. Je disais que je ne savais pas que vous travaillez pour les films. Parce que c'est leurs arguments. Si vous voulez acheter, c'est un paquet. Pourquoi, vous savez? Non. Parce que les enfants n'ont pas l'argent pour acheter un paquet. Un paquet va coûter 1500, 1800. Ils n'ont pas d'argent. Mais ils ont 25 francs pour acheter un bâton. Donc, les mesures visent à protéger les enfants. Donc, étant donné que l'enfant n'a pas ça, avec le temps, il va se décourager. Il n'aura pas 2000 pour acheter. Donc, puisque les mesures visent à protéger les enfants, donc on a mis une barrière. C'est ça. Donc, cette mesure, ce n'est pas uniquement le Togo. Il y a plusieurs pays. D'ailleurs, en Europe, tout ça, on n'achète pas les paquets. Excusez-moi, moi, ce qui m'inquiète, pensez-vous que les revendeuses, ou bien la plupart au Togo, ce sont les bonnes dames qui vendent ces paquets de cigarettes au bord de la route, n'importe comment. Pensez-vous qu'elles peuvent quand même respecter toutes ces mesures? Oui, mais il faut les amener à faire respecter. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque l'État prend une loi, il faut mettre les moyens. Parce que c'est ça la force publique. Je suis désolé que les sachets plastiques, on a interdit ça et qu'on ne continue pas à vendre. Moi, ça m'écoeure en tant que Togolais. Mais si je suis ministre, un jour, je vais amener l'État dans des endroits. C'est-à-dire que, mais on dit que pour conduire, il faut un permis. Tu as ça ou tu n'as pas. Mais un État, c'est pas les désordres. Si on dit on ne peut pas manifester ici, on ne peut pas manifester. Donc, moi, ça doit être la fermeté. Et c'est comme ça qu'un État se fait respecter. On dit maintenant, pour vendre le tabac, il faut un local. Mais les firmes qui vendent le tabac vont aider les femmes. Parce que ce sont ces firmes-là qui donnent les parasols, qui donnent les tables avec leur logo. Donc ce que ces firmes vont faire maintenant, pour liquider leurs produits, c'est de prendre des locales, enregistrer. Et là-bas aussi, ils vont payer les taxes. Parce que maintenant, ça va lutter aussi contre le secteur informel dans ce domaine. Et puisque, je vous ai dit, il y a déjà un protocole sur le tapis ici qui est là. Quand on veut faire ce commerce, il faut une licence particulière. On ne peut pas vendre le tabac avec d'autres produits. On met le tabac là et on met l'huile. C'est comme si c'est aussi un produit qu'on peut manger comme les autres. Donc, il faut une licence particulière. Et je pense que les femmes qui vendent là doivent discuter avec les firmes ou bien les firmes doivent appuyer ces vendeurs-là à s'installer conformément aux mesures prises. Mais je voudrais brièvement, si possible, parler de l'interdiction totale de publicité. Parce qu'il y a un décret qui a aussi interdit totalement la publicité, que ce soit la publicité directe ou indirecte.
dans les points de vente, les parasols, dans les hôtels, vous allez voir les cendriers offerts avec les logos des firmes. Vous allez voir partout à Lomé encore les petits panneaux qui sont là partout où on distribue les tricots et les casquettes. Je pense que tout cela aujourd'hui, c'est fini. Donc les firmes doivent mettre sur place, n'est-ce pas, un moyen pour retirer toute cette logistique qui a été déployée sur le terrain. L'âme de guerre qui a été déployée sur le terrain pendant plusieurs années, il doit maintenant mettre sur place une logistique pour retirer tout cet arsenal constitué de parasols, des affichages, les cendriers et tout, et même les véhicules des firmes avec leur logo. Tout cela, c'est totalement interdit. Il est interdit aussi de vendre le tabac, n'est-ce pas, dans les automates. Vous voyez? Donc, nous avons une réglementation moderne, comme la réglementation, par exemple, de la Norvège, du Canada. D'accord. Voilà. Merci. Rapidement, M. Odi, en guise de mot de fin. Alors, peut-on espérer un jour un monde sans tabac? Bon, c'est notre souhait. Oui. Mais c'est un peu difficile puisqu'on n'a pas interdit totalement la vente du tabac. On est à essayer de contrôler la consommation du tabac. Donc dire que on va parvenir un jour sans tabac, je dirais que plutôt on va tendre vers un contrôle de la vente du tabac. D'accord. Alors, la même question pour vous, monsieur? Oui, oui. Non, je crois que mon ami a bien répondu. Hein. Oui, le tabac constitue aujourd'hui un produit licite et non un produit illicite. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui à travers la réglementation, comme je l'ai dit au départ, c'est de contrôler, de réduire l'offre et la demande. Et à travers les mesures prises par le gouvernement et que je pense que tout le monde doit supporter, c'est que si on met en œuvre efficacement l'ensemble des mesures, interdiction totale de visiter, réglementation des points de vente, interdiction de fumer dans les lieux publics, on a un comité qui va faire les programmes, on a les avertissements sanitaires sur les paquets, on va réduire la prévalence. Beaucoup de gens vont arrêter de fumer parce que ces mesures sont drastiques et on espère qu'à terme, on aurait réduit sensiblement le taux de décès au Togo lié au tabagisme. D'accord, merci. Moi, je vous remercie encore une fois pour votre présence sur ce plateau. Chers amis téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de cette émission. Nous étions avec M. Ebe Kodjo Fabrice. Il est secrétaire exécutif à l'Alliance pour le contrôle du tabac en Afrique. Et M. Odi Kokou, il est juriste à l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement. Et nous avons entretenu sur la lutte contre le tabac. J'espère que vous nous avez très bien suivis. Merci à vous. Merci également à l'équipe qui m'a permis de présenter cette émission. Nestor, Abi. On se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Bonsoir.